Pour cet entretien, ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Carlo Ossola, qui est professeur au Collège de France de littérature moderne de l'Europe néo-latine, et avec lequel nous avons eu diverses occasions de discuter déjà. Et un des points qui est ressorti lors de nos discussions et qui est tout à fait en ligne avec le thème de cette série d'entretiens, c'est-à-dire les énigmes partagées, c'est celui du déterminisme, ou comme justement, Carlo, vous aviez trouvé cette belle formule, d'être déterminé, que l'homme est déterminé pour ne pas l'être. Et en fait, ce n'est pas que l'humain, mais on peut prendre beaucoup de phénomènes qui touchent à la vie de société, à la vie de l'individu, qui opposent un déterminisme qui souvent est en lien avec des causalités que l'on explique a posteriori, et qui oppose donc ce déterminisme à en fait quelque chose qui ne l'est pas et qui ajoute un degré de liberté et de créativité. Donc c'est un peu là autour peut-être qu'on va discuter avec l'angle, comme toujours, plutôt neurobiologique pour ce qui est, mais parfois on change, et puis l'angle psychanalytique de François. C'est vrai que cette question déterminée pour ne pas l'être a été très importante dans nos échanges aussi avec Pierre entre neurosciences et psychanalyse, parce que paradoxalement, les avancées des neurosciences autour de la plasticité, des réassociations de traces, du changement permanent qui est en jeu dans le phénomène de la plasticité neuronale, est une critique d'un certain déterminisme qui est toujours à risque d'avoir trop de place en psychanalyse, c'est-à-dire une causalité naturelle, linéaire, continue, propre au XIXe siècle, qui était celui de la naissance de la psychanalyse. Et que là, aujourd'hui, on a peut-être d'autres modèles de la causalité. Et je me souviens d'un moment d'une discussion qu'on a eue à Turin, où vous aviez cité un psychanalyste qui est en même temps, qui était anthropologue, enfin professeur d'histoire des idées, Michel de Certeau, et vous aviez cité une phrase de Certeau, peut-être je la cite juste, peut-être pas, la rupture instauratrice. C'est parfaitement juste, et c'était l'un de ses grands thèmes. Il venait de publier un livre qui s'appelle L'écriture de l'histoire, où il y a tout un long développement autour de l'importance de Freud dans notre manière de percevoir le fait historique, et puis de faire une espèce de collatio. Quel est le critère par lequel nous mettons ensemble des faits pour dire ça c'est l'histoire? Quelle est notre manière de choisir dans l'événement, dans ce qui est arrivé, etc. Et il disait, au fond, s'il n'y avait pas ces ruptures instauratrices, la meilleure histoire, ce serait, je dirais tout simplement, le stockage de données des banques ou de lieux où on prend nos dépenses, les cartes de crédit, etc. Parce que là, il y a un cumul de faits, mais ce ne sont pas l'histoire. Donc, l'histoire se fait par ces ruptures, par ce jaillissement, et un mystique du XIVe siècle le disait d'une manière très forte, le Durchbrechen, quelque chose qui jaillit et qui casse la surface et émerge comme une espèce de jaillissement d'une fontaine ou d'une énergie en tout cas. Et c'est pourquoi moi j'avais été à mon tour saisi là, bon c'est vraiment un jeu d'équipe pour ainsi dire, d'abord par votre démonstration au Collège de France sur toute la partie d'énergie dépensée par notre cerveau, mais pour ne rien faire, pour ainsi dire, on ne le connaît pas, et aussi justement par votre concept de plasticité qui me semble absolument important pour sortir du déterminisme. Du reste, le concept même de liberté n'est pas une liberté absolue qui deviendrait finalement complètement neutralisée parce qu'on ne saurait pas où aller, mais c'est toujours dans un échantillon de possibilités. Et c'est ça qu'il faut... Voilà. Mais là, vous dites jaillissement.
hein. Qu'est-ce que c'est un jaillissement pour vous? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, enfin, je dis pourquoi cette question nous intéresse, puisqu'on est des énigmes partagées. Donc c'est se faire enseigner aussi depuis un autre point de vue. Nous, on parle du surgissement synchronique. Hein. C'est qu'il y a quelque chose d'une réassociation tout à fait imprédictible dans une discontinuité, un hiatus, où du nouveau apparaît. Oui, alors là, je crois qu'on est vraiment sur un point très sensible. Parce qu'autrefois, disons au XIXe siècle, quand il y avait cette espèce de titanisme un peu nietzschéen, on imaginait que le jaillissement était le point où toutes les forces se réunissaient pour venir à la surface, à la lumière. Après, au XXe siècle, là j'applique une catégorie littéraire, mais qui me semble féconde, Léo Spitzer disait un texte, c'est un tissu, d'accord. Mais pour ne pas déchirer le tissu en le lisant, en essayant de tâtonner pour trouver quelle est la trame, eh bien, il faut trouver les lieux où, disons, la liaison risque d'être plus fragile, et c'est là qu'il y aura le jaillissement. Donc, dans ma perspective, je suis plutôt fidèle à cette deuxième manière de lire les choses, non pas une espèce de jaillissement des puissances, hein, mais au contraire, le lieu où ce qui est fragile, justement ce qui est le plus fragile, permet une découverte, permet de laisser passer quelque chose qui est inattendu. Donc c'est presque un éloge du tissu craquelé, de la surface qui laisse passer comme ça des porosités, etc. Voilà, ce n'est pas une bataille entre, comment dirais-je, l'énergie souterraine tellurique. Voilà, ce n'est pas quelque chose de tellurique. C'est des points de fragilité qui permettent un surgissement, enfin, un écart, quoi, finalement. Mais ce qui, disons, pour partir autour de ce thème du jaillissement ou de la synchronie, si on prend maintenant les concepts de plasticité, donc, mais vraiment, c'est pas pour faire de l'analogie simple, mais vraiment parce que je crois qu'on touche à quelque chose qui est probablement universel, ou en tout cas qui est à la base de nombreuses productions de l'humain. L'idée, c'est que par les mécanismes de plasticité, l'expérience, on peut même dire l'apprentissage, s'inscrit de manière diachronique, laisse des traces. Et ces traces sont un peu comme ce texte dont vous parliez, de Léo Spitzer, qui l'examine. Et puis, et c'est là tout le mystère, et peut-être quelque chose à discuter, il y a une réassociation de ces traces de manière synchronique, quelque chose qui alors peut-être... Bon, là, je me lance dans quelque chose. Vous avez parlé de fragilité, de points de fragilité. Il y a un processus neurobiologique à propos de la plasticité qu'on appelle la reconsolidation. Qu'est-ce que c'est la reconsolidation? C'est de se dire que quand on réactive des traces, donc un souvenir, on réactive des synapses, et ces traces qui codent pour une expérience, en fait, deviennent plus fragiles pendant un bref instant. Il y a en fait une labilité de la trace qui se produit au moment de la réactivation du souvenir de la trace. Or, cet instant de labilité permet de réassocier des traces entre elles et de produire du nouveau. Donc, finalement, cette notion de fragilité, tout d'un coup, ça me fait un jaillissement personnellement, parce que je vois très bien que c'est dans ces... Alors, on a utilisé le terme de fragilité en neurobiologie, mais on utilise ce terme de labilité de la trace, transitoire. Le fait de réactiver un souvenir au niveau neurobiologique correspond à, en fait, une réactivation de cette trace, et pendant un certain temps, cette réactivation de la trace la rend plus fragile, et donc plus à même de rentrer en connexion avec d'autres traces et de produire du nouveau. Donc, c'est là un des paradoxes de la plasticité. Oui, c'est très intéressant, parce que ça veut dire,
on va se centrer sur ce mot fragilité. Fragilité, nous on dit l'habilité, hein, c'est-à-dire, c'est toute cette question qu'il faut peut-être arriver à décliner entre l'idée d'une discontinuité qui est introduite par la plasticité, paradoxe la plasticité, la réassociation de traces produit du nouveau et du différent, donc du discontinu, la labilité des traces lors de la réévocation de la mémoire, l'item mnésique, on pourrait dire l'écart, enfin, c'est-à-dire c'est une pensée sur le fragile. Oui, et je dirais qu'on pourrait même introduire dans notre conceptualisation la flèche du temps. Et alors là, la plasticité joue un rôle fondamental. Je me rappelle un passage magnifique d'un livre de Michel Butor, Les mots dans la peinture, quand il dit, dès qu'on sort de l'icône byzantine, où il n'y a pas de temps, parce que c'est la manifestation même de l'éternel, et qu'on entre dans l'époque moderne, le temps prend une telle importance qu'à un moment donné, on voit des portraits avec la légende « anno aetatis suae », c'est-à-dire je fais ce portrait quand mon sujet avait 38 ans ou 25 ans, etc. Et puis le temps passe et Rembrandt est tellement hanté par cette perspective de la constante différence de nous-mêmes à nous-mêmes qu'il est obligé de faire d'une manière presque obsessionnelle des autoportraits continus. Donc, nous-mêmes, même si nous le percevons pas ou ne voulons pas nous le reconnaître, nous sommes continuellement dans un travail de plasticité pour sauvegarder l'unité du sujet, pour ne pas devenir fou en sachant que nous ne sommes plus ce qu'on était hier. Il suffit de prendre des photos de notre enfance, de notre adolescence, etc. Et s'il n'y avait pas ce travail constant qui demande en même temps une nouvelle herméneutique de nous-mêmes, constante, le fait de retrouver des traces, de reprendre ce qui a été refoulé, parce qu'on est constamment en train de bricoler une unité complètement, discontinue de nous-mêmes. Voilà, c'est ça, on bricole. Hein, c'est-à-dire qu'on cherche à reconstruire sans cesse quelque chose qui nous échappe. Hein. Et on intègre toutes sortes de traces dans notre devenir qui rend notre devenir beaucoup moins prédictible de ce qu'on pourrait le penser. Et heureusement, on échappe en quelque sorte à ce qui serait un déterminisme. Mais bon, ça, c'est une très grande question sur le déterminisme en psychanalyse. Parce que si la psychanalyse est une pratique de l'acte analytique, de la liberté, de libérer le sujet de ses contraintes et de ses propres enfermements, de ses propres pièges, en même temps, la psychanalyse se pose tout le temps la question comment produire un changement. Alors que ce qu'on vient de dire donne une autre image des choses. Et la question, c'est qu'est-ce qui fait une identité diachronique, une identité dans le temps de ce qui change tout le temps, hein? Où est la construction de l'identité? On voit que ce qui est fragile, c'est plutôt la construction de l'identité pour qu'elle reste finalement toujours la même et que malgré la plasticité, malgré les changements, malgré de multiples coupures instauratrices, qu'on arrive à se dire qu'on est toujours soi-même. Oui. Tout à fait. Je pense que là, ce qui nous fait quelquefois défaut, c'est que nous intégrons deux constituants, le présent et le passé qu'il faut reconstituer. Mais il faudrait aussi mettre l'avenir, un peu à la manière augustinienne. Il disait, tout m'échappe. Quand je dis cette syllabe, la syllabe est partie. Donc, je n'ai même pas la possibilité de contrôler mon discours parce qu'il est déjà parti. Donc, il dit, mais il y a une manière de rattraper à condition qu'on puisse dire, et je dis d'abord la formule latine, puis alors, le presens praeteriti, le presens presentis et le presens futuri. C'est-à-dire qu'à chaque instant, nous sommes en train de reconstituer par la mémoire ce que nous croyons avoir vécu, après, nous croyons avoir vécu,
Deuxièmement, nous sommes en train de constituer un discours, dont le présent du présent, tel que je le prononce, mais pour faire tout cela et ne pas me perdre en arrière constamment, parce que le temps m'efface constamment, eh ben, il faut avoir une espèce de flèche d'avenir. Et là, je préfère la formule avenir à la forme futur, parce que avenir est plus plastique. Si on prend tout simplement l'étymologie, on voit que le latin, là, est très sérieux. Futur est l'une des déclinaisons du verbe être, donc ça présuppose une attention presque exclusive au sujet qui va être, qui est et qui va être. Mais si je prends le terme avenir, c'est la même racine de advenio. Advenio, c'est quelque chose qui me vient vers moi, qui n'est pas moi, qui est imprévisible, et advena, et même l'étranger qui vient demander. Voilà. Donc, ce qui est important pour moi, c'est intégrer l'imprévisible de l'advena et de l'advenio dans notre projet d'avenir. Donc, en réalité, il y a aussi une plasticité qui est, d'une manière, là aussi non prévisible, mais une plasticité qui devrait laisser la porte ouverte, donc avoir un programme qui n'est pas déterminé précisément parce que nous ne pouvons pas savoir quel sera notre advena de nous-mêmes demain. Ça veut dire qu'on est programmé pour se déprogrammer parce que, en fait, ce mouvement du devenir, parce que c'est un thème, devenir et advenir. Quoi. Et advenir, oui. Moi, il y a un temps, le temps du devenir, qui m'a toujours préoccupé. Je me disais, parce que d'habitude, en psychologie ou même en pédopsychiatrie, en psychanalyse développementale, on a l'idée souvent d'une continuité aussi, d'une flèche du temps, de processus, de stade. Alors que on voit que c'est plutôt un mouvement progrédient, régrédient, enfin une anticipation et une rétrospection. C'est deux mouvements qui se croisent. Alors il y a un temps, en vous écoutant, qui me préoccupe toujours, que je n'ai jamais bien saisi, c'est le futur antérieur. Parce qu'on pourrait dire, le temps du devenir, c'est le futur antérieur. Et qu'est-ce que c'est le futur antérieur ? Très belle question. Normalement, on l'a saisi du côté, si vous voulez, de la grammaire ou des périodes hypothétiques. Et donc, il y a une espèce de condition préalable afin qu'un tel futur puisse se produire. Mais cet élément qui est très important, du reste, on le voit très bien, dans nos écoles aplaties, ce futur antérieur a à peu près disparu. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a moins de mobilité intellectuelle en pensant le futur, une espèce d'effet écran, de syndrome de la réponse, de l'impulsion-réponse, impulsion-réponse. Du tout de suite, de l'immédiateté, du maintenant. Quoi. Tandis que là, il y a une articulation très importante. C'est-à-dire, on double le futur, et comme on a, par exemple, le passé composé, c'est une très belle formule. Vous voyez, dès qu'on entre un peu en profondeur dans notre manière, disons, occidentale de penser le temps, ce temps est extrêmement articulé. Et il y a le passé simple, il y a le passé composé, il y a l'imparfait. Imparfait aussi, c'est très beau. Et tout ça correspond à une articulation sur le passé qui est doublée par une articulation du futur. Et c'est pourquoi, disons, la sagesse des anciens qui calculaient tout cela devrait encore être présente, par exemple, dans nos écoles pour permettre d'enrichir notre conception du temps et de notre action dans le temps. Oui. Je pourrais peut-être amener un éclairage un peu biologique, c'est ce que je peux faire. Et c'est la question par rapport au temps de contraster développement et devenir.
et ça reprend un petit peu la remarque que tu faisais par rapport à l'enfance, au développement psychologique avec des stades. Et en fait, le développement, et souvent les deux termes sont utilisés de manière interchangeable. En fait, le développement, c'est, en tout cas on peut le voir comme un programme séquentiel, relativement prédictible, où on sait que des étapes vont se suivre. Et c'est clair que la mise en place du système nerveux au cours de la vie embryonnaire suit un plan développemental. C'est comme si on construit un bâtiment, on doit commencer par les fondations et monter. Donc là, il y a un développement, une séquence temporelle. Et puis la question du devenir, qui est finalement celle quand même qui est au centre de l'humain, c'est que là, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de mode d'emploi. Chacun bricole son devenir par l'expérience qui s'inscrit, les réaménagements de traces, en fait tout ce qu'on a dit au début de notre discussion, est en fait, c'est de ce devenir, de ce processus imprédictible dans lequel passé, présent et futur peuvent coexister dans un instant qui lui-même est imprédictible, est au centre de l'émergence de l'individualité. Donc ça, c'est je pense, une distinction, en tout cas du point de vue biologique, qu'il est important de faire parce que on utilise peut-être très souvent de manière interchangeable devenir et développement. Et peut-être que justement ces subtilités de l'articulation du temps telle qu'elle est décrite de manière grammaticale, comme vous avez repris tous ces temps, c'est aussi une manière de rajouter une dimension qui est autre que simplement une série d'étapes dans quelque chose qui serait purement linéaire, séquentiel et hautement prédictible. Oui, c'est un peu l'exemple que je fais à mes étudiants du GPS. Le GPS vous conduit par une ville, par exemple, avec le présupposé de choisir le chemin plus court, où il y ait moins de contraintes, etc. Bon, question que je pose. Après cela, est-ce que vous connaissez la ville? Évidemment non, parce que pour connaître une ville, il faut faire des détours. Par exemple, pour Paris, suivre les quais. Mais alors, il n'est pas sûr que pour aller d'un point à l'autre, ce soit le chemin le plus conseillé, ou bien flâner un peu. Du reste, le terme flâner marche très bien pour montrer quel est un peu le travail que nous faisons autour de nous et en nous. Il faut flâner un petit peu à l'intérieur de nous-mêmes, donc avoir des pauses, des haltes, de chemin en arrière, etc. C'est comme ça comme on le fait pour connaître une ville. Et si on nous munit d'une manière trop raide d'un GPS intérieur, ben, ça ne va pas marcher. Je me lance dans une autre idée qui me jaillit comme ça par rapport à cette idée de flâner à l'intérieur de soi, d'aller sans but précis. En fait, et ça rejoint quelque chose dont on a parlé, et puis dont effectivement j'avais parlé lors de ma leçon au Collège de France, c'est la question du mode par défaut du fonctionnement cérébral. C'est-à-dire, on a beaucoup étudié, et c'est bien sûr très important, le mode dans lequel on répond à une stimulation action-réaction, ou même on démarre une action, c'est-à-dire quelque chose qui a un but, qui est structuré, effectivement même décomposable dans un temps linéaire. Je veux dire, on répond à quelque chose qui vient de l'environnement, et tout ça doit se passer dans une certaine séquence. Ou bien on démarre un certain mouvement, et là aussi, ça doit être une certaine séquence. Et puis il y a cet autre mode de fonctionnement du cerveau, ce mode par défaut, dans lequel, en fait, il y a des régions du cerveau qui sont plus actives quand on ne fait rien. Quand on ne bouge pas, quand on n'est pas stimulé de manière sensorielle, qu'on ne pense entre guillemets, on ne pense à rien. On flâne peut-être comme ça à l'intérieur. Et ce mode qui est en train d'être étudié de plus en plus et qui évidemment est un petit peu à contresens de cette idée que les événements sont linéaires, qu'on peut décomposer, qu'il y a une causalité, qu'il y a une séquence. C'est quelque chose dans lequel le temps probablement joue un rôle complètement différent. En fait, il est peut-être atemporel, ce mode de fonctionnement par défaut. Et là, ce flâner du cerveau est quelque chose qui est probablement
extrêmement important pour que l'on soit autre chose que simplement des robots qui réagissent à un environnement. Oui, c'est une question des processus non dimensionnels dans le fonctionnement du cerveau ou bien dans le fonctionnement psychique aussi. L'inconscient ignore le temps. Et là, c'est une sorte de tension dans l'œuvre de Freud et dans la psychanalyse entre le fait que rien ne se perd dans l'appareil psychique, disait Freud, tout est toujours présent, ces traces, même réassociées, nous disent les neurobiologistes, sont quand même présentes dans des nouvelles associations, donc rien ne se perd. Et de l'autre côté, c'est un processus atemporel, l'inconscient. Le désir inconscient est indestructible et en même temps il est atemporel. Donc ça veut dire que la question du temps, avec cette dimension de l'atemporalité propre au processus inconscient, c'est un objet, on pourrait dire, un objet synchronique qui crée un non-déterminisme diachronique. C'est-à-dire, à chaque instant, il y a la possibilité que les choses ne soient plus comme elles étaient et ne soient pas encore comme elles seront. Et cette atemporalité est certainement un facteur de liberté, de créativité, qui permet des ruptures instauratrices, qui permet des transformations, qui permet des changements, qui permet des inventions, qui permet des bricolages. Oui, je me permets de souligner votre concept de atemporalité. C'est curieux, j'aurais dû le savoir avant, mais j'ai relu ce dimanche les premières pages de l'autobiographie d'Alfieri, donc disons un siècle à peu près avant Freud. Et il dit, dans mon adolescence, il y a quelques traces que je vais vous raconter. Mais je voudrais commencer par un souvenir d'enfance, et il y a, qui est le suivant. Mon oncle me met sur un fauteuil, de sorte que je sois un peu plus haut que je n'étais, et il me donne un confetto en italien, donc un biscuit. Bon. Et après, d'une manière tout à fait proustienne, il dit, il y a des moments où je savoure, à cause par exemple d'une position du soleil venant d'une fenêtre, exactement le même biscotto, le même biscuit, qu'à ce moment-là. Ce qui est peut-être futile pour les gens qui pensent que l'homme est une machine d'action, mais très important pour ceux qui pensent que l'adulte est un enfant qui a conservé ses désirs et ses saveurs. Alors, un siècle avant Freud, et là, on nous place dans une espèce de atemporalité. L'adulte n'est pas celui qui a réalisé, mais celui qui garde, disons, l'enfant qu'il était comme toujours possible. Une espèce de toujours possible qui peut revenir, j'agir, ou qu'il peut encore être mis en marche. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que Lacan donnait deux dimensions à l'inconscient. Un inconscient automatone, en reprenant Aristote, qui un système de traces déterminé par le passé, et un inconscient qu'il appelait tuké, un inconscient comme discontinuité, un inconscient comme non réalisé, tourné vers l'avenir. Et de mettre en jeu ces deux mouvements, c'est presque paradoxal, enfin c'est presque même contradictoire, enfin quelque chose qui ne cesse pas de se répéter, le désir toujours là, l'enfant dans l'adulte, et puis en même temps un processus de changement permanent, non réalisé, tout à fait ouvert vers l'avenir, imprévisible, imprédictible, fait d'inattendu. L'inconscient comme ouvrant à l'inattendu. Oui, et là, je crois qu'il faut faire un effort pour retrouver des points de repère dans les siècles précédents. J'ai été toujours saisi par ce fragment des pensées de Pascal qui dit, dans le débat quel est le réel autour de nous, il dit, si nous étions tous ensemble ici et qu'on faisait tous
mais disons les 3 par exemple, ou les 6, le même rêve au même moment, et que nous parlions de ce rêve, quelle serait à ce moment-là la réalité, quel serait le rêve? Puisque le seul contrôle que nous avons est le passage d'une parole de l'un à l'autre, et si nous parlons de la même chose qui arrive au même moment, quel est à ce moment-là le rêve et quelle est la réalité? Évidemment, c'était paradoxal pour dire qu'il faut faire attention à trancher trop rapidement sur le réel, etc. Et nous avons besoin de cela pour ne pas tomber dans ce que vous appelez à juste titre l'automaton. Hein? J'aurais presque envie de vous suivre en disant revons, quelque chose restera. Hein? C'est-à-dire que c'est dans ce sens-là qu'il faut, je dirais, soutenir l'inarticulé du désir par l'articulé de l'utopie, mais l'articulé de l'utopie est encore une fois un désir. Donc il y a une espèce de tension qui vient aujourd'hui un peu oubliée, un peu écartée même de la construction de l'humain. Mais ça pose une question sur tout le trajet qu'on vient de faire. Enfin, une question qui vient, c'est-à-dire déterminer pour ne pas l'être. Vous avez écrit un livre, L'avenir de nos origines. Maintenant, vous venez d'énoncer un paradoxe. Et au fond, on ne sort, enfin, on est comme pris dans l'impossibilité de fonctionner autrement que par paradoxe. Vous avez dit paradoxe il y a juste un instant. Qu'est-ce que c'est que, pour vous, quand vous avez dit paradoxe, un paradoxe? Parce que là, on est dans une série de paradoxes. Oui, pour ainsi dire, c'est la partie perdante de la sagesse de l'Occident que nous connaissons, mais c'est peut-être la partie la plus riche. C'est la stulta sapientia d'Erasme, c'est la tradition même, puisqu'on parle de quelques sources, on pense toujours aux évangiles comme la parole du Christ. D'accord. Mais quand la première fois où la Vierge fait un discours, un vrai discours, c'est un discours complètement paradoxal. C'est presque la fondatrice du paradoxe. C'est-à-dire, le Magnificat dit « Ah, heureux ceux qui n'ont rien, parce qu'ils auront le royaume des cieux. » Heureux, c'est-à-dire, il y a un renversement de valeurs. Et je crois que si on prend une série d'exemples de ce type-là, dans les différents siècles, eh bien, on peut reconstituer un savoir plus dynamique qu'un savoir purement linéaire qui serait fait pour un progrès, quelquefois illusoire. C'est pourquoi, du reste, quand on fera l'analyse de la chute ou de la fin de certains mouvements qui ont été introduits par, disons, les élèves d'Hegel, Marx, etc., on verra qu'ils ont été pas suffisamment paradoxaux, pour ainsi dire. C'est ce que Ernst Bloch remarquait dans son Das Prinzip Hoffnung, le principe espérance, en disant qu'il faut intégrer ce savoir paradoxal qui est dynamique et n'est pas linéaire. Donc, mais si on continue dans le paradoxe et puis la question de la temporalité, l'impression qu'on a, c'est que l'humain a besoin de donner un sens aux choses. Et la manière la plus spontanée qu'il a, c'est d'introduire le temps, de le mettre en séquence, de le mettre en relation linéaire. Et la question que je me suis souvent posée, c'est de savoir, est-ce que c'est quelque chose qui est, pour ce que ça veut dire, inné de l'être humain, ou c'est finalement la culture qui introduit cela parce que ça correspond à un besoin. Donc finalement, ce que l'on apprend dans nos écoles, c'est quand même une pensée qui est quand même très séquentielle et binaire. De laisser cette atemporalité, cette possibilité de flâner, j'aimais beaucoup ce terme, cette possibilité de ne
de ne pas voir immédiatement des causalités. Alors probablement que de voir la causalité, ça a une valeur au cours de l'évolution, ça donne un avantage, parce que si on peut anticiper quelque chose à partir de ce que l'on a appris et créer des causalités, on augmente nos chances de survie, parce que la vie est dangereuse. Donc, mais en même temps, on perd quelque part, ou cet autre mode de fonctionnement du cerveau qui n'est pas séquentiel et qui est probablement à la base de la créativité, est perdu. Et je me demande, par rapport à la littérature, on retrouve, vous avez déjà donné quelques exemples, mais d'autres exemples qui parleraient plus d'un mode ou de l'autre, comme exigence de l'humain, d'une part, ou comme spontanéité de l'humain. Voilà, j'aurais deux exemples à proposer, mais bon, qu'il faudrait discuter. Le premier vient de Saint Bonaventure et de la tradition du Moyen-Âge à propos du vouloir. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un plan rationnel, la ratio mesure et décide, mais pour arriver à la décision, il faut vouloir. Mais pour vouloir, il faut vouloir. Et pour vouloir, il faut vouloir, etc. On remonte toujours en arrière et on voit bien, si on est honnête, que la dynamique ratio qui mesure et volonté qui décide et choisit n'est pas suffisante. Parce qu'on peut toujours faire un pas en arrière et que donc, à un moment, il faut intégrer dans les processus de décision cet élément dynamique et imprévisible qui fait en réalité la décision. C'était le célèbre paradoxe, encore une fois, de l'âne qui, mis face à deux tasses complètement égales de blé ou de foin, il n'a aucune raison rationnelle pour décider pour l'une ou pour l'autre, et donc il meurt de faim. Et bien voilà, c'est le grand paradoxe. C'est-à-dire qu'à partir de là, il faut introduire dans notre système d'évaluation du comportement et puis aussi du projet des éléments qui ne sont pas économiques. Et donc là, nous entrons dans la grande perspective que nous avons laissée dans notre discours sous-jacent, mais qu'il faut maintenant prononcer, c'est-à-dire que le caractère économique de l'action ne révèle pas notre réelle manière de procéder et qu'il y a à chaque instant du non calculé, du gratuit, même de l'improvisation qui nous permet finalement d'avancer. Parce qu'autrement, au point strictement logique, notre décision serait bloquée. Quelquefois, en tout cas, serait bloquée. On serait comme l'âne mourant de faim devant deux... bourridant. Oui. Voilà. Mais cette position, parce que vous avez écrit l'avenir de nos origines, je l'ai déjà dit, c'est-à-dire que dans cette situation à un temps particulier, isolé, présent, c'est pas devant un choix à faire ou quelque chose, une décision de l'être, il y a la question de l'origine et la question de la disparition. Et au fond, l'origine est perdue, inatteignable, et la mort va être là, mais elle nous est par fondement, comme vous le dites, soustraite, je crois. Donc il y a, au fond, en tension de ce moment d'incertitude, d'imprévisibilité, il y a deux choses soustraites, l'origine et la disparition, et la mort, qui crée finalement l'écart, enfin la tension, qui crée peut-être aussi une certaine liberté, enfin, qui crée cet espace de non-détermination. Tout à fait. Je pense à quelques exemples concrets. D'abord, le fait que nous devons encore aujourd'hui faire le deuil ou dépasser l'état paradis terrestre. Il y a un ami espagnol, Francisco Rauta, me dit toujours, mais pourquoi nous, en Occident, prenant l'Occident au sens large, en partant de la Perse
du monde mésopotamique jusqu'à nous, nous plaçons le bonheur à l'origine. C'est-à-dire qu'il y a eu un paradis terrestre et puis il y a eu une suite de deuil. Alors, il faut déjà faire un travail là-dessus, hein, déplacer les mythologies. Hein. Nous avons des mythologies qui mettent le bonheur à l'origine, de sorte que finalement, nous n'arrivons jamais à récupérer, ou bien des utopies téléologiques où le bonheur ne serait qu'à la fin. Et moi, je suis plutôt pour ce discours d'Italo Calvino à la fin des villes invisibles, où il y a un acte manqué, on commence par un acte manqué, comme on dit d'habitude, c'est-à-dire un jeune garçon qui est en train de prendre son goûter et voit une jeune fille en bas, et cette fille est tellement belle qu'il laisse tomber son goûter. Donc il y a quelque chose qui crée un moment de désarroi. Mais ce petit gâteau en tombant est pris par un oiseau qui était triste, qui commence à chanter. Et puis l'oiseau laisse tomber encore ce gâteau, etc. Il y a tout un effet d'imprévisible qui, à partir d'une série d'actes manqués, parce que chacun perd l'objet, détermine néanmoins une euphorie, parce que chacun trouve quelque chose d'inattendu. Alors, dans mon sens, l'origine est perdue, la théologie de l'utopie n'est pas saisissable, mais c'est la suite heureuse d'actes manqués peut être un très bon remède. Ah oui, oui. Et l'origine, finalement, l'origine de soi dans l'instant, elle n'est pas au commencement, elle est dans l'instant, enfin, l'origine. Parce que chaque fois, on fait des constructions. Je dis souvent, le psychanalyste a toujours le risque de devenir le spécialiste de la prédiction du passé, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui a lieu à un temps T2, et puis il se dit qu'il y a eu quelque chose à un temps T1, et que T1, précédent T2, est à l'origine de T2. Alors que l'exemple que vous venez de donner, cette série d'imprévisibles, dirait non, c'est pas du tout T1 qui est à l'origine de T2, c'est le T0 qui est entre T1 et T2. C'est-à-dire... Exactement, c'était le titre du reste du récit de Italo Calvino. T0, T avec 0. Ah bon? Mais absolument, oui, oui. T con zero en italien. C'est un récit magnifique parce qu'il met en scène aussi deux amoureux qui se donnent rendez-vous. Mais comme il y a une inquiétude réciproque pour savoir si oui ou non l'autre viendra, si oui ou non l'autre a un autre rendez-vous avec une autre personne, et alors, est-ce que je dois téléphoner? Est-ce que je dois me mettre en voiture et traverser la ville? Mais alors, à ce moment-là, l'autre peut faire le même discours. Mais la sagesse de Calvino dit, ça c'est le bonheur, précisément. Parce que si j'étais sûr que l'autre était déterminé à venir me voir, il n'y aurait pas cette espèce de tension du plaisir ou de la déception qui va venir. Donc je dois constamment essayer de repousser la déception, d'où toute cette stratégie qui demande une dépense folle, évidemment, oui, oui, mais qui est tout notre plaisir. Alors, il dit justement, T con zero, c'est ce temps zéro qui est ni un ni deux, mais qui est l'entre-deux, qui nous met en mouvement, qui fait notre bonheur, comment dirais-je, comme une espèce d'échiquier de prévision dans lequel voilà, ces deux personnes, et nous sommes constamment, ces deux personnes se donnent un rendez-vous hypothétique. Voilà, c'est dans cette espèce d'aléa construite. Ce n'est pas une aléa fortuite, mais construite par nous-mêmes. Finalement, ce T0, il est dans l'instant, il est atemporel, et on est quand même contraint. C'est ça aussi un autre paradoxe. De vivre dans la séquence, alors que peut-être, et dans la temporalité, alors que peut-être on essaye par toutes sortes de manières qui nous surprennent et qui sont probablement inconscientes d'échapper à cette séquence et à cette causalité et d'être libre en échappant au temps. Voilà, c'est sur la base du fait d'une atemporalité, on construit en permanence, de façon même narrative,
peut-être comme un roman. On construit sur cette discontinuité fondamentale, sur cette imprévisibilité, sur l'inattendu, un récit qui, au fond, met en jeu anticipation, rétrospection, qui est en fait une production secondaire. Tout à fait. Moi, je le dirais aussi avec une image, encore une fois, qui pourrait mettre ensemble cela. J'étais une fois avec un grand cinéaste, Ottavio Celani, et qui disait, on discutait de ces films qui sont toujours très subtils, très élégants, etc. Et il disait, ce qui est le plus important dans tous les jours, c'est se faire une surprise. Mais comment peut-on se faire une surprise, hein? Parce que si on attend une surprise des autres, on est déçu, hein. L'essentiel, ce serait se faire une surprise. Mais dans cette perspective, voilà que vos sciences deviennent essentielles. Parce que pour se faire une surprise, il faut dire qu'il faut se connaître suffisamment pour ne pas se faire un cadeau inutile, qui serait encore plus décevant, parce que nous prétendons nous connaître, mais en même temps, ne pas nous connaître suffisamment pour être surpris du cadeau qu'on se fait. Donc, dans cette dialectique, on intègre les deux, c'est-à-dire ce que vous venez de dire, c'est-à-dire d'un côté le fait qu'il faut se connaître suffisamment pour après s'épanouir et ne pas se connaître suffisamment pour dire voilà, ça c'était prévu, je fais encore une fois la même chose, etc. Donc il y a toujours cette dialectique paradoxale, voilà. Et c'est peut-être... Malheureusement, le temps nous a rattrapés et c'est le moment où on doit arrêter cet entretien qui a beaucoup tourné autour du temps. Surprise. Voilà, on s'est fait une surprise. Mon impression, c'est qu'on n'a pas eu assez de temps et que cette émission sur le paradoxe de la temporalité, qui n'est que discontinuité, T0, imprévisibilité, incertitude, nous fait presque fracturer cette construction qui apparaît si solide d'une temporalité qui tourne en rond, une horloge, les aiguilles tournent en rond. Donc on a l'impression d'une continuité, d'une flèche du temps, du fleuve du temps. Et là, on a eu un entretien très rapide, très court finalement comme impression, qui était centré sur les paradoxes de la temporalité, de l'atemporalité, de l'absence de temporalité, qui est au cœur du phénomène du temps. Et ça m'a beaucoup frappé. Ce qui m'a frappé aussi, c'est le rapport à la littérature, parce que cette émission est vraiment exemplaire pour moi des énigmes partagées. Parce qu'on a un penseur, un théoricien de la littérature qui nous a donné, dans différents temps d'ailleurs de la littérature, des exemples qui ont fait rebondir nos interrogations que nous avons d'habitude ensemble, avec Pierre Magistretti autour de la plasticité, de la temporalité. C'est vraiment la littérature appliquée à la psychanalyse. Pourquoi pas la littérature appliquée aussi à certaines questions issues de la science pour les faire avancer? En fait, ça s'enchaîne bien avec ce que moi j'ai ressenti dans cette émission, c'est qu'en fait, on a illustré pour moi deux modes de fonctionnement du cerveau. Un mode qui est séquentiel, qui est dans lequel finalement ce cerveau produit quelque chose qui est de l'ordre de la causalité, une explication de la réalité par des causalités qui s'enchaînent. Et puis il y a un autre mode qui est un mode sans temps, un mode instantané, un mode où on a utilisé le terme de flâner. Et ce qui m'a fasciné, c'est que Carlo Ossola nous a justement répondu, en tout cas à moi par la littérature, comme il a répondu à François par la littérature aux questions plus psychanalytiques. Et donc c'était vraiment une triangulation, c'est comme si on se renvoyait la balle à trois de manière extrêmement constructive et rapide. Et c'est vrai qu'on aurait eu envie d'avoir plus de temps, mais quand même, on en a beaucoup tiré. Oui, au fond, on peut dire qu'on n'a pas arrêté de faire face à l'inattendu. Sur le fond de quelque chose qu'on
qu'on connaît, qu'on travaille, plasticité, temporalité, inconscient, déterminisme, déterminé pour ne pas l'être, on a créé un certain rapport au discours où l'inattendu occupait toute la place. Absolument.